Au cours des derniers mois de la guerre, le retrait désordonné des forces allemandes a transformé l'Europe centrale en un territoire en mouvement constant. Dans ce contexte, l'identité de milliers de membres de l'appareil nazi s'est diluée parmi les unités en fuite et les archives détruites. C'est là que la trace d'un médecin d'Auschwitz a commencé à se dissoudre. Le retrait de Joseph Mengele a commencé le 17 janvier 1945, à peine 10 jours avant l'arrivée de l'armée rouge au complexe d'Auschwitz. Il a quitté l'endroit en suivant les directives établies pour le personnel médical des SS, qui comprenait le transfert vers d'autres camps encore opérationnels. Sa destination immédiate était Gross-Rosen, située en Silésie, où la concentration des unités en transit montrait le désordre des dernières semaines du Reich. L'évacuation des prisonniers, la destruction partielle des archives et la mobilité forcée des commandants et des auxiliaires faisaient partie de ce processus général de désintégration. Parallèlement, à Berlin, l'Institut Kaiser Wilhelm a éliminé des matériaux qui liaient des chercheurs aux expériences menées dans les camps, ce qui rendrait plus difficile par la suite la reconstruction documentaire des responsabilités. La progression soviétique a forcé une nouvelle évacuation de Gross-Rosen et Mengele s'est joint à un flux constant de personnel cherchant à se relocaliser vers l'ouest. Pour réduire les risques, il a remplacé son uniforme des SS par un de la Wehrmacht et a accompagné une unité se dirigeant vers la région centrale de la Tchécoslovaquie. Ce mouvement se répétait en divers points du front. Des hôpitaux de campagne transférés sans planification, des convois improvisés et des structures médicales dissoutes parmi des colonnes de soldats et de réfugiés. Au début du mois de mai, la progression soviétique atteignit Saaz, dans les Sudètes, où un hôpital de campagne motorisé tentait de maintenir un service minimum malgré le manque de fournitures et la pression militaire croissante. Là, Mengele rencontra Hans Otto Kahler, un médecin formé dans le milieu académique de l'Institut Kaiser Wilhelm. Kahler facilita son intégration temporaire à l'hôpital, ce qui permit à Mengele d'opérer sous une identité fonctionnelle au sein d'une unité avec peu de supervision. Le 8 mai, coïncidant avec la reddition allemande, l'hôpital traversa vers la Saxe, se retrouvant dans une zone incertaine entre l'occupation soviétique et l'avancée américaine. Dans cette zone, la mobilité de groupes militaires désarmés, de civils déplacés et de personnel médical rendait difficile tout processus d'identification individuelle. Dans les jours suivants, Mengele a utilisé plusieurs noms dans les registres internes de l'hôpital. L'un d'eux, Fritz Ullmann, apparaissait de manière récurrente. Les unités mobiles de ce type manquaient de mécanismes centralisés pour vérifier les identités, ce qui facilitait la dispersion des profils dans des listes incomplètes ou dupliquées. Peu après, le 15 juin, l'arrivée des troupes américaines a obligé à dissoudre l'unité. Mengele a tenté de se déplacer vers la Bavière en s'intégrant à une colonne qui a initialement évité les contrôles alliés, mais il a été arrêté près de Weiden lorsque le manque de carburant a empêché de poursuivre le trajet. Enregistré comme Joseph Mengele, il fut classé comme prisonnier de guerre ordinaire en raison d'un facteur qui eut des conséquences décisives. Il n'avait pas le tatouage de groupe sanguin qui identifiait les membres des SS. Ce tatouage, habituellement situé sur le haut du bras ou sous l'aisselle, permettait de filtrer rapidement ceux qui devaient passer par des interrogatoires spécifiques. Ne l'ayant pas, Mengele fut traité avec les soldats de la Wehrmacht et transféré dans un camp de prisonniers dans des conditions administratives qui ne prévoyaient pas une révision exhaustive des antécédents. Ce qu'il ne savait pas, c'est que son nom figurait déjà dans des documents élaborés dans les semaines précédentes. Des survivants d'Auschwitz avaient fourni des informations sur un médecin impliqué dans des sélections et des expériences, et la Commission des crimes de guerre des Nations Unies l'avait inclus dans ses premières listes. Il figurait également dans le répertoire central des criminels de guerre compilé par le Haut Commandement allié à Paris. Cependant, ce système dépendait de la distribution coordonnée de listes imprimées à tous les centres d'internement, et dans de nombreux cas, les enregistrements n'étaient pas à jour ou n'étaient pas consultés de manière systématique. Le volume de prisonniers à traiter en 1945 dépassait largement la capacité administrative disponible. La priorité était de désarmer les unités, de contrôler les mouvements de population et de rouvrir les services essentiels dans les zones dévastées. Dans ce contexte, l'identification nominative des individus concrets était irrégulière. Pendant son séjour dans le camp,
Mengele a obtenu des documents de libération grâce à l'intervention d'un médecin affecté au bureau administratif, ce qui lui a permis de s'intégrer dans un transport de libérés sans apparaître comme personne d'intérêt. Une succession de déplacements l'amena finalement à Ingolstadt. De là, il chercha à se diriger vers Donauwörth dans l'intention de contacter des connaissances qui pouvaient lui fournir un soutien de base. Le déplacement s'effectuait sans contrôle strict entre les secteurs occupés, permettant le mouvement des individus à condition qu'ils disposent de documents valides. Sur ce trajet, Mengele transportait 2 jeux de papier, les authentiques, avec son vrai nom, et les doublons, qu'il utilisait comme identification opérationnelle. Les documents véritables furent laissés accidentellement entre les mains d'un accompagnateur occasionnel, ce qui l'obligea à adopter définitivement l'identité de Fritz Ullmann. Son passage chez des anciens contacts a été bref, en raison de la pression alliée pour localiser les collaborateurs et les membres de l'appareil administratif nazi. L'arrestation d'un de ses connaissances l'a conduit à quitter l'endroit immédiatement et à se diriger vers la zone occupée par l'armée rouge pour récupérer des notes qu'il avait laissées déposer avant sa fuite. Après être retourné à Munich avec ce matériel, il a trouvé un hébergement temporaire dans un milieu restreint où sa situation légale a été discutée à la lumière des procès déjà en cours à Nuremberg contre le personnel médical des SS. L'ampleur des accusations, les condamnations prononcées et les enquêtes sur les expériences menées dans les camps montraient un panorama dans lequel le risque d'identification augmentait progressivement. En parallèle, des déclarations familiales le donnaient pour mort. Des inscriptions administratives le signalaient comme disparu et des références imprécises circulaient entre différents organismes alliés. L'absence d'une photographie récente, le manque d'une adresse vérifiable et l'apparition de rapports contradictoires ont consolidé une situation où divers fichiers l'enregistraient sans correspondance complète des données. Cette dispersion a constitué le point de départ d'un parcours documentaire fragmenté, où un nom connu coexistait avec un individu qui progressait sans être suivi de manière cohérente. Dans l'Allemagne occupée, la reconstruction avançait plus rapidement que l'épuration administrative. Des millions de personnes déplacées se mêlaient à d'anciens soldats, des réfugiés et des fonctionnaires sans destination claire. Dans ce réseau sans contrôle centralisé, un nom pouvait facilement se perdre. Ainsi a commencé à se consolider la distance entre un individu caché en Bavière et un dossier qui venait à peine de commencer à se former. Isolé dans des fermes de la région et utilisant de manière stable l'identité de Fritz Ullmann, Joseph Mengele a tiré parti de la saturation des travailleurs en transit pour diluer toute référence à son passé. L'emploi agricole offrait discrétion et mobilité, et les communautés rurales, habituées à recevoir de la main-d'œuvre temporaire, n'enregistraient pas rigoureusement ceux qui travaillaient pour de courtes périodes. La présence de réseaux composés d'anciens membres du parti nazi ou de sympathisants locaux facilitait l'hébergement, les intermédiaires et les documents de base qui permettaient de se déplacer sans attirer l'attention. L'anonymat dépendait également d'éviter les contrôles inutiles. Chaque inspection des autorités alliées dans les villages voisins obligeait à modifier les routines, à changer de logement ou à adopter une variation d'identité. Fritz Ullmann a été l'un des plus utilisés pendant ces années, surtout dans les zones où le nom Ullmann pouvait se révéler trop connu dans les registres locaux. La multiplicité des documents en circulation et la faible supervision favorisaient la continuité de ce camouflage, tandis que l'administration militaire alliée tentait de stabiliser les territoires qui souffraient encore de pénurie de ressources et de mobilité interne inhabituelle. Entre-temps, dans divers archives européens commencèrent à apparaître des références dispersées aux médecins d'Auschwitz. Les premiers témoignages de survivants, recueillis entre 1945 et 1946, mentionnaient un officier sanitaire impliqué dans des sélections sur la rampe et dans des expériences avec des jumeaux. Les descriptions physiques étaient imprécises et la plupart des récits se concentraient sur des procédures, non sur des traits identifiants. L'écriture confuse de certains noms de famille, l'absence de photographies récentes et le manque d'une adresse vérifiable empêchaient de consolider un profil sans équivoque. La Commission des crimes de guerre des Nations Unies a reçu de multiples déclarations mentionnant un médecin nommé Mengele. Bien que des similitudes aient été enregistrées dans les pratiques attribuées à un même individu, les rapports ont été rédigés dans différents pays et selon des critères non uniformes.
La communication limitée entre les groupes d'enquête a retardé l'élaboration d'un dossier cohérent. Dans certains documents, le nom apparaissait lié à l'unité médicale d'Auschwitz. Dans d'autres, il figurait uniquement comme référence secondaire dans des listes plus larges sur le personnel de santé des SS. L'administration civile allemande a encore ajouté à la confusion en enregistrant Joseph Mengele comme décédé, sur la base de déclarations familiales recueillies en 1946. L'acceptation de ce décès sans une vérification approfondie a consolidé une divergence structurelle. Dans les registres civils, il apparaissait comme mort, tandis que sur certaines listes alliées, il figurait comme suspect. Le manque de coordination entre les deux sources rendait improbable qu'un fonctionnaire relie les deux informations, ce qui réduisait significativement la possibilité d'activer une recherche concrète. À partir de 1947, le parquet de Fribourg a lancé une enquête préliminaire centrée sur les médecins qui avaient agi à Auschwitz. Le nom de Mengele est apparu lié à des témoignages plus détaillés sur les expériences avec des jumeaux et les sélections de prisonniers nouvellement arrivés. Cependant, la charge de travail extraordinaire du parquet et la limitation des ressources rendaient difficile l'avancement dans chaque cas individuel. Le dossier a été intégré dans une collection plus grande de documents qui attendaient l'arrivée de nouveaux enquêteurs ou la création de structures plus larges pour la poursuite pénale. En parallèle, Mengele maintenait un flux irrégulier de contacts avec sa famille par l'intermédiaire d'entremetteurs qui évitaient de laisser des traces directes. Hans Sedlmayr, employé de l'entreprise familiale à Günzburg, était chargé de transmettre des messages, de gérer les envois d'argent et de coordonner les routes sûres pour le fugitif. L'entreprise Mengele & Söhne, dédiée à la machinerie agricole, disposait d'une influence locale suffisante pour opérer avec une stabilité relative dans un environnement d'après-guerre qui exigeait de reconstruire des secteurs essentiels. Vers 1948, des options ont commencé à être évaluées pour quitter l'Allemagne. Les discussions entre la famille et les intermédiaires indiquaient l'Amérique du Sud comme destination viable. La situation en Argentine offrait des conditions favorables, politique migratoire flexible, présence considérable d'immigrants allemands et disponibilité de documents de voyage ne nécessitant pas de vérifications approfondies sur le passé du demandeur. Cependant, pour accéder à ce système, il était nécessaire de consolider une identité opérationnelle suffisamment solide pour demander des documents de voyage sans risque de détection. Les réseaux clandestins qui facilitaient la fuite d'anciens nazis opéraient avec des routes qui traversaient le sud de l'Allemagne vers l'Autriche et l'Italie. Ces structures utilisaient des points de passage contrôlés par des contrebandiers, des contacts locaux dans les passages alpins et, parfois, la collaboration de certains fonctionnaires ecclésiastiques ou administratifs. Mengele s'est intégré dans l'une de ces routes au début de 1949, suivant des instructions précises pour se déplacer vers la région du Brenner avec une combinaison de transport ferroviaire et de trajets à pied. Le 18 avril 1949, il a traversé la frontière alpine avec un guide qui connaissait les mouvements des patrouilles frontalières. Une fois en territoire italien, il s'est dirigé vers Vipiteno et ensuite vers Bolzano, où il a reçu un soutien logistique et des ressources économiques. Dans ce contexte, chaque étape dépendait de documents provisoires qui devaient être remplacés avant tout contrôle formel. Le besoin d'améliorer cette documentation a conduit à gérer un passeport de la Croix-Rouge internationale au nom de Helmut Gregor, une identité qui deviendrait sa principale voie pour quitter le continent. Le processus administratif pour obtenir un visa de sortie en Italie a présenté des difficultés inattendues. L'absence temporaire du fonctionnaire habituel et l'incapacité du remplaçant à accélérer la documentation ont entraîné une rétention qui a prolongé la procédure pendant plusieurs semaines. Enfin, avec le visa déjà approuvé, Mengele a pu embarquer sur le North King vers Buenos Aires le 25 mai 1949. Le voyage s'est effectué avec des documents valides, sous une identité conçue pour passer pour celle d'un réfugié européen cherchant à recommencer sa vie en Amérique du Sud. Alors que le bateau avançait vers l'Atlantique, les archives judiciaires européennes continuaient d'accumuler des déclarations, rapports et références mentionnant de manière intermittente le médecin d'Auschwitz. Le manque de coordination entre les agences et l'absence d'un mandat d'arrêt international permettaient que la figure de Mengele reste enregistrée seulement comme un nom dispersé
parmi des documents sans lien, sans suivi opérationnel, pouvant l'associer à sa véritable destination. Le North King a accosté à Buenos Aires le 22 juin 1949. Sur le quai, Joseph Mengele est descendu avec les documents émis par la Croix-Rouge sous le nom de Helmut Gregor, espérant rencontrer le contact annoncé pendant son transit par l'Italie. En l'absence de cette personne, il s'est dirigé vers le contrôle douanier où un agent a demandé à examiner le contenu de ses bagages. Les documents médicaux en allemand ont attiré l'attention d'un médecin portuaire qui a inspecté les dossiers de manière superficielle avant d'autoriser son entrée dans le pays. Ainsi, Mengele est entré formellement comme réfugié européen sans obstacle significatif de la part des autorités argentines. Sans ressources immédiates ni logement prévu, il s'est appuyé sur 2 passagers italiens qu'il avait rencontrés pendant la traversée, qui l'ont conduit à une pension modeste dans le quartier de Palerme. Ils partageaient une chambre et des salles de bain communes, un environnement très éloigné de sa vie précédente en Europe. De là, il chercha un emploi en utilisant une référence obtenue en Allemagne et se présenta à Schott, un entrepreneur textile. Ce dernier ne put lui offrir qu'un poste d'ouvrier en usine, un travail physique que Mengele refusa dans un premier temps. Sans alternative, et avec des dépenses qu'il devait couvrir rapidement, il finit par accepter des travaux manuels qui lui permirent de déménager dans un logement partagé à Vicente Lopez. Dans cette résidence, il a coïncidé avec un ingénieur dont la maison fonctionnait comme un atelier de menuiserie. La présence d'instruments médicaux parmi les effets personnels de Mengele a éveillé des soupçons, bien qu'il ait évité de donner des explications. Quand la fille de l'ingénieur est tombée malade, il a appliqué des procédures de base avec les moyens disponibles: isolement, contrôle de la température et utilisation de sulfamide. Après l'amélioration de la fillette, il a insisté pour que l'on ne divulgue pas qu'il avait agi comme médecin. Cet épisode a reflété la tension constante entre le maintien de son anonymat et les situations dans lesquelles sa formation était difficile à dissimuler. Pendant ses premières années à Buenos Aires, il a tenu un journal écrit qui s'est interrompu rapidement et n'a pas réapparu dans les documents ultérieurs. En parallèle, des lettres envoyées en Allemagne décrivaient une ville qui combinait une infrastructure moderne, une activité culturelle intense et une large présence de communautés européennes. L'existence de journaux en allemand, de cafés de style continental et une architecture rappelant les capitales européennes ont facilité son adaptation initiale à l'environnement urbain. La colonie allemande en Argentine était structurée et comptait des écoles, associations culturelles et réseaux de soutien mutuel qui fonctionnaient depuis avant la guerre. Dans ce cadre, de nouveaux immigrants pouvaient s'intégrer avec une relative facilité. La société argentine maintenait des tensions politiques et sociales profondes, avec une église catholique très influente et des secteurs nationalistes qui avaient montré des sympathies pour l'Axe pendant les années 40. Ce contexte a facilité que les nouveaux arrivants allemands, même sous des identités douteuses, ne suscitent pas de soupçons tant qu'ils respectaient les procédures formelles d'immigration. Divers journaux liés à la communauté allemande avaient exprimé des positions favorables au Troisième Reich avant et pendant la guerre. En 1943, une commission officielle a enquêté sur les liens entre les secteurs allemands résidant en Argentine et le gouvernement nazi, concluant qu'il existait des connexions financières et des réseaux de propagande. Malgré cela, le gouvernement de Juan Domingo Perón a choisi de ne pas intervenir et a maintenu une politique migratoire qui a permis l'entrée de milliers d'Allemands sans enquêter sur leurs antécédents. Cela a facilité le fait que des individus recherchés en Europe se sont installés sans obstacle majeur. Dans ce cadre, Mengele passa de la précarité initiale à résider temporairement dans des foyers de sympathisants allemands. Les autorités argentines ne remirent pas en question l'authenticité de son identité, ni ne s'approfondirent sur ses documents. Peu à peu, il élargit son cercle de contacts par le biais de réunions organisées au sein de la communauté allemande, où il coïncida avec d'anciens membres des SS, des entrepreneurs et des propagandistes de la période de l'entre-deux-guerres. Ces connexions lui fournissaient un soutien financier, des conseils pratiques et un niveau de protection informel. Parmi les figures marquantes de son entourage se trouvait Wilhelm Sassen, ancien membre de l'Abwehr et collaborateur de médias proches du nationalisme allemand. Sassen organisait des réunions où étaient discutés des sujets de l'exil et des contacts internationaux. C'est lui qui, en 1952,
présenta Mengele à Adolf Eichmann, alors établi en Argentine sous l'identité de Ricardo Clément. Bien qu'ils aient tous deux appartenu à l'appareil nazi, leur relation ne dépassa pas la connaissance mutuelle, car leurs intérêts et modes de vie différaient considérablement. Une autre figure pertinente fut Hans Ulrich Rudel, ancien aviateur de la Luftwaffe et participant actif dans les réseaux de soutien aux fugitifs allemands. Grâce à l'architecte Federico Haas, Rudel s'intégra au groupe qui facilita à Mengele des contacts au Paraguay et dans d'autres pays de la région. Ces liens s'avérèrent utiles pour voyager dans les zones frontalières avec plus de liberté, d'abord en tant que représentant commercial de l'entreprise agricole de sa famille, et plus tard pour établir des routes sécurisées de mouvement dans le cône sud. Au cours du milieu des années 50, Mengele a effectué des voyages périodiques au Paraguay sans avoir besoin de cacher son identité. Les autorités migratoires n'ont pas signalé d'anomalies dans ses déplacements et, selon des rapports ultérieurs, il a utilisé des documents valides tant en Argentine que dans la région sans recourir à un pseudonyme. Diverses sources s'accordent à dire qu'une partie de sa solvabilité économique provenait de fonds envoyés depuis Günzburg, bien que ses proches l'aient nié à plusieurs reprises. La reconstruction ultérieure indique que ce soutien financier a été constant au moins jusqu'à la fin de la décennie. En 1956, il a obtenu des documents officiels à son nom à l'ambassade allemande à Buenos Aires. L'obtention de la résidence sous l'identité de Joseph Mengele et le renouvellement de son passeport allemand ont marqué un changement notable par rapport à sa période initiale de dissimulation. Avec cette documentation, il a voyagé en Europe, où il a visité l'Allemagne et passé une période en Suisse, accompagné de son fils. Au cours de ces séjours, il n'a pas fait face à des contrôles significatifs ni à des mandats d'arrêt, car les enquêtes sur les crimes médicaux à Auschwitz n'avaient pas encore donné lieu à des mandats internationaux actifs. Le retour en Argentine a coïncidé avec des avancées dans les enquêtes allemandes. Une nouvelle génération de procureurs, dirigée par Fritz Bauer, a commencé à examiner des documents liés aux médecins d'Auschwitz. En réunissant des témoignages de survivants, des dossiers antérieurs et des archives dispersées, le nom de Mengele a acquis une pertinence juridique. Le juge Robert Müller a émis en juin 1959 un mandat d'arrêt international basé sur des preuves liées à des assassinats et à des expériences réalisées dans le camp. La diffusion partielle de cet ordre atteignit Günzburg et parvint aux oreilles de la famille avant que les autorités argentines ne reçoivent une notification formelle. Hans Sedlmayr alerta Mengele par les canaux habituels de communication. La nouvelle indiquait que son identité n'était plus protégée par la fragmentation des dossiers ni par le manque de coordination internationale et que sa présence en Argentine devenait un objectif concret pour de futures actions judiciaires. L'obtention de documents officiels en 1956 marqua un tournant significatif dans la situation administrative de Joseph Mengele. L'ambassade allemande à Buenos Aires enregistra sa véritable identité, délivra des certificats et renouvela son passeport, ce qui lui permit d'opérer dans la sphère publique sans recourir à des alias. Ces démarches, réalisées sans objection de la part des autorités diplomatiques, consolidèrent un cadre documentaire qui faciliterait des déplacements ultérieurs à l'intérieur et à l'extérieur de l'Amérique du Sud. À partir de cette base, Mengele a organisé un voyage en Europe. En 1956, il s'est d'abord rendu en Allemagne de l'Ouest, où il est resté plusieurs semaines entre hôtels, visites familiales et réunions avec d'anciens contacts. Il s'est également rendu en Suisse, accompagné de son fils Rolf, pendant une période qu'il a utilisée pour évoluer dans des espaces publics sans restrictions visibles. Les autorités frontalières n'ont pas enregistré d'irrégularités dans sa documentation, et les bases de données disponibles à ce moment-là n'étaient pas intégrées aux archives des crimes de guerre qui mentionnaient son nom. Le manque de coordination internationale lui a permis de se déplacer dans différents territoires sans être confronté à des contrôles spécifiques liés à son passé à Auschwitz. Pendant cette même période, en Allemagne de l'Ouest, de nouvelles structures commencèrent à se former pour revoir les crimes commis pendant le nazisme. Le procureur Fritz Bauer, nommé en 1956 procureur général de l'État de Hesse, initia un processus d'enquête visant à réexaminer des dossiers dispersés depuis la fin de la guerre. Bauer impulsa une méthodologie qui combinait témoignages, archives de différentes juridictions
et documentation obtenue par l'intermédiaire d'organismes internationaux. Son objectif était de reconstruire de manière précise les responsabilités individuelles au sein des camps de concentration et d'extermination, ce qui incluait l'action des médecins rattachés aux unités sanitaires des SS. En parallèle du travail de Bauer, le juge Robert Müller à Fribourg a commencé à recevoir des informations en provenance du Comité international d'Auschwitz. Le secrétaire de l'organisation, Hermann Langbein, a fourni des rapports élaborés à partir d'entretiens avec des survivants qui avaient été sous la supervision directe des médecins du camp. Langbein avait systématisé des données sur les sélections sur la rampe, les expériences avec des jumeaux et d'autres procédures réalisées à Auschwitz-Birkenau. Ce matériel a servi à identifier des schémas opérationnels dans lesquels le nom de Joseph Mengele apparaissait de manière répétée, bien qu'encore sans dossier judiciaire consolidé. La collecte de témoignages a mis en évidence des similitudes dans les descriptions opératives du médecin des SS. De nombreux survivants ont indiqué qu'ils supervisaient les sélections initiales dans les trains fraîchement arrivés et qu'ils coordonnaient des groupes spécifiques destinés à des expérimentations biomédicales. La présence constante de son nom dans des déclarations recueillies dans différents pays a poussé Müller à ouvrir une enquête formelle. À cela se sont ajoutés des rapports sur des expérimentations avec des jumeaux recueillis depuis 1945 qui détaillaient des mesures anthropométriques, des injections de substances d'analyse et des examens comparatifs réalisés sur des prisonniers enfants. Chaque témoignage a été intégré dans un dossier identifiant Mengele comme responsable direct de procédures ayant entraîné la mort d'un nombre indéterminé de personnes. Pendant 1958 et début 1959, les procureurs allemands ont continué à rassembler des documents supplémentaires, des registres administratifs récupérés d'Auschwitz, des listes de personnel médical et de la correspondance saisie en Allemagne dans les années immédiates de l'après-guerre ont été incorporés. L'absence de photographies récentes rendait difficile l'établissement d'une identification visuelle mise à jour, mais la convergence de témoignages et de fichiers permettait de soutenir l'accusation au niveau juridique. L'enquête a progressé jusqu'à atteindre le point où Müller a élaboré un mandat d'arrêt international. En juin 1959, le tribunal de Fribourg a émis ce document. L'ordre accusait formellement Joseph Mengele de meurtre avec préméditation et de participation à des expériences médicales impliquant la mort de prisonniers. Il a été distribué par les canaux diplomatiques et envoyé aux organismes de police internationaux, y compris Interpol. L'Allemagne de l'Ouest a sollicité la collaboration de différentes ambassades et gouvernements, y compris l'Argentin, pour procéder à son arrestation. Cependant, le processus a rencontré un obstacle structurel. L'Argentine n'avait pas de traité d'extradition en vigueur avec l'Allemagne de l'Ouest, ce qui limitait la capacité de réponse légale. De plus, la situation politique argentine ne favorisait pas l'initiative judiciaire. Une partie de la communauté allemande dans le pays maintenait des réseaux de soutien aux réfugiés en provenance du Troisième Reich, et certaines institutions officielles montraient une réticence à s'impliquer dans des processus complexes d'extradition. Les autorités locales ne disposaient pas d'informations précises sur l'emplacement actuel de Mengele et il n'existait pas de mécanisme obligeant à revoir de manière exhaustive les registres migratoires précédents où son nom figurait de manière légitime depuis 1956. La fuite de l'ordre en Allemagne a compliqué l'opération. Des informations issues de la police de Günzburg sont parvenues à la famille Mengele avant que la notification officielle n'atteigne les autorités argentines. Hans Sedlmayr, employé de l'entreprise familiale et liaison habituelle, a envoyé un avis urgent par les canaux de communication précédemment établis. À partir de ce moment, le risque de localisation augmentait, car la mention de l'affaire dans la presse européenne suscitait un plus grand intérêt pour les mouvements du fugitif et étendait la diffusion publique de son nom. Après avoir reçu l'avertissement, Mengele a réorganisé sa situation à Buenos Aires. Il a réduit les contacts, abandonné les résidences connues et s'est déplacé vers des environnements moins visibles au sein de la communauté allemande. Il a activé les mécanismes de soutien qu'il avait développés les années précédentes en recourant à des intermédiaires avec des connexions internationales. Parmi eux se trouvait l'architecte Federico Haas, dont les relations avec les autorités paraguayennes offraient des alternatives de mobilité et de résidence.
Hans-Ulrich Rudel est également intervenu, figure centrale dans les réseaux de protection pour les Allemands en Amérique du Sud. Dans les mois suivants, la combinaison de pression judiciaire en Europe et le risque d'exposition en Argentine a créé un scénario dans lequel rester à Buenos Aires n'était plus viable. Les routes vers le Paraguay ont commencé à acquérir une importance stratégique, tant pour la flexibilité migratoire que pour le climat politique favorable aux réfugiés européens. La structure de soutien déjà installée dans la région a orienté ses étapes suivantes vers une destination où elle avait des contacts, des possibilités de résidence et des facilités documentaires. Le mandat d'arrêt émis en Allemagne de l'Ouest en juin 1959 a entraîné un changement immédiat dans la situation de Joseph Mengele. La fuite parvenue à Günzburg a permis à sa famille d'agir avant que la notification ne passe par les voies diplomatiques. Hans Sedlmayr a transmis l'avis à Buenos Aires, indiquant la nécessité d'abandonner la résidence habituelle et d'activer les refuges prévus depuis des années. Ainsi, la structure de soutien a commencé à fonctionner selon les plans établis pour de telles contingences. Mengele s'est d'abord installé dans une propriété rurale en périphérie de la capitale argentine. Pendant plusieurs semaines, il a restreint ses mouvements et évité les contacts susceptibles de l'exposer. Ses alliés en Argentine et au Paraguay ont surveillé d'éventuels signes de surveillance, tandis que des itinéraires sûrs pour traverser la frontière paraguayenne étaient évalués. La situation représentait un changement par rapport à la décennie précédente, lorsqu'il avait réussi à résider à Buenos Aires avec des documents valides et sans attention policière notable. En même temps, en Israël, des processus se développaient qui influenceraient directement son avenir. Le Mossad, dirigé par Isser Harel, avait historiquement centré son activité sur les menaces extérieures, mais la confirmation de l'emplacement d'Adolf Eichmann a transformé l'agenda de l'agence. L'information était arrivée par le biais de Lothar Hermann, un citoyen allemand résidant en Argentine dont la fille avait été en contact avec le fils d'Eichmann. Après des vérifications initiales, Harel a déterminé que l'identification était fiable et, avec l'approbation du Premier ministre Ben Gourion, a commencé à planifier une opération pour capturer le responsable de la logistique de l'Holocauste. Pendant la préparation de l'opération, la possibilité d'agir également contre Joseph Mengele est apparue. À la différence d'Eichmann, qui utilisait l'alias Ricardo Clément, Mengele figurait dans les documents officiels depuis 1956 sous son vrai nom et se déplaçait entre l'Argentine et le Paraguay sans restrictions apparentes. Cette circonstance a fait de sa capture un objectif supplémentaire qui, du point de vue opérationnel, pouvait être considéré comme viable tant que cela ne compromettait pas la mission principale. Cependant, une erreur initiale a retardé l'opération. La première vérification au domicile indiquée par Hermann a conduit à écarter l'information en raison de la confusion avec l'identité du propriétaire. Ce manquement a reporté la surveillance d'Eichmann pendant plus d'une année et a permis à Mengele de continuer à se déplacer entre les deux pays sans qu'une surveillance directe de son environnement n'existe. Ce n'est qu'en avril 1960 que Harel a décidé de superviser personnellement l'opération. Le 11 mai 1960, une équipe du Mossad a capturé Eichmann dans une rue de San Fernando. Il a été transféré dans une maison sûre où il est resté sous stricte surveillance. Alors que les étapes suivantes étaient organisées, Eichmann a mentionné une adresse liée à Mengele, une pension à Vicente Lopez administrée par une femme allemande. Harel connaissait déjà cette adresse, mais la confirmation obtenue lors des interrogatoires a incité de nouvelles vérifications. L'objectif supplémentaire était en contradiction avec l'évaluation de plusieurs agents. Zvi Aharoni, principal responsable du suivi d'Eichmann, a averti qu'une seconde opération en parallèle mettait en péril l'extraction du prisonnier. L'activité autour de la pension devait être maintenue au minimum pour éviter d'alerter les autorités argentines. Cependant, Harel a estimé que la possibilité de localiser Mengele était suffisamment pertinente pour consacrer des ressources limitées, toujours subordonnées à l'opération principale. Pour avancer avec la vérification, Harel a intégré Benjamin et Ada Efrat, Israéliens résidant à Buenos Aires, dont la maîtrise de l'espagnol facilitait l'infiltration. Avec Mir Lavi, un autre collaborateur de l'équipe, ils ont surveillé la pension et enregistré les mouvements des résidents à l'aide de caméras cachées. Aucune des personnes observées ne correspondait au suspect.
La consultation indirecte au facteur a indiqué qu'un homme portant ce nom avait vécu là, mais qu'il avait quitté la résidence des semaines auparavant. Harel a décidé d'élargir l'exploration vers d'autres points liés à l'activité professionnelle de Mengele en Argentine. Un atelier de pièces mécaniques où il avait travaillé sous l'identité de Helmut Gregor a été examiné. La secrétaire a nié connaître cette personne ou avoir des dossiers associés. Bien que le comportement ait suggéré des réserves, elle n'a pas fourni d'informations permettant de poursuivre le suivi. L'équipe faisait face à des limitations significatives. La majeure partie des ressources étaient destinées à assurer la sortie d'Eichmann du pays, et les agents avec une maîtrise adéquate de la langue ou de l'expérience en infiltration étaient rares. Face à cela, Harel a demandé des renforts depuis Tel Aviv, y compris des membres d'un commando spécial capable d'agir directement sur la pension si une piste solide se présentait. Le plan consistait à vérifier l'identité de tous les résidents et, s'il trouvait Mengele, à le transporter jusqu'à l'avion qui était déjà prévu pour évacuer Eichmann. Une inspection finale a écarté cette option. Benjamin Efrat est entré dans la pension en se faisant passer pour un technicien en chaudière. Les résidents actuels étaient des citoyens américains et il n'y avait aucune trace de l'ancien pensionnaire. Parallèlement, Lavie a passé un appel téléphonique à l'administratrice demandant des renseignements sur les anciens résidents. L'action, considérée comme imprudente par Harel, a montré que continuer à exercer une pression sur cette piste d'enquête pouvait générer des alertes inutiles. Avec la fenêtre opérationnelle se refermant, Harel a admis que l'objectif secondaire ne pouvait pas continuer sans compromettre l'extraction principale. Selon ses estimations, Mengele avait quitté la pension quelques semaines auparavant. Des rapports ultérieurs indiqueraient qu'il résidait déjà de manière prédominante au Paraguay depuis mai 1959 et que ses visites à Buenos Aires étaient devenues sporadiques, ce qui renforçait la difficulté de le localiser dans un environnement urbain déjà surveillé. L'opération contre Eichmann s'est terminée le 20 mai 1960, lorsque les agents ont réussi à l'embarquer sur un vol d'El Al depuis Ezeiza. Il a été présenté comme un membre malade de l'équipage, médicamenté avec des sédatifs pour éviter la résistance et maintenir un profil discret pendant le transfert. La mission a été considérée comme un succès opérationnel et politique pour Israël. Les répercussions diplomatiques se manifestèrent immédiatement. L'Argentine dénonça officiellement Israël auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui le 5 juin approuva une résolution condamnant la violation de sa souveraineté. Les tensions entraînèrent des émeutes et des attaques contre des institutions juives dans plusieurs pays sud-américains. À Buenos Aires, Montevideo et d'autres capitales, des incidents violents furent enregistrés, touchant même les résidences diplomatiques. Au milieu de ce climat, le Mossad a entamé une nouvelle phase de recherche centrée exclusivement sur Mengele. Une unité spéciale a été créée avec une base opérationnelle à Paris et dirigée par Zvi Aharoni. Les équipes ont été déployées en Europe et en Amérique du Sud pour suivre les mouvements de ces anciens protecteurs, examiner les contacts familiaux et pénétrer les réseaux qui offraient encore un soutien aux fugitifs allemands. Cet effort marquerait le début d'une chasse prolongée qui, malgré son intensité initiale, serait affectée par des priorités stratégiques changeantes. Quand l'opération du Mossad à Buenos Aires commençait à se conclure, Joseph Mengele s'était déjà déplacé vers le Paraguay suivant un plan conçu par son entourage. Federico Haas avait géré les contacts avec des fonctionnaires du régime d'Alfredo Stroessner et organisé des refuges temporaires dans des propriétés rurales destinées à recevoir des fugitifs européens. Le transfert s'est effectué par étapes, commençant par un mouvement vers la province de Misiones, au nord-est argentin, où il est resté dans une estancia appartenant à l'homme d'affaires allemand Alban Krug, connu pour faciliter l'hébergement aux Allemands recherchés par la justice internationale. Depuis Misiones, Mengele accéda à des routes qui reliaient des zones paraguayennes de faible surveillance. Le régime de Stroessner entretenait des liens personnels et politiques avec des immigrants allemands, ce qui permettait d'organiser des entrées discrètes sans contrôle strict. Une fois sur le territoire paraguayen, Mengele utilisa des réseaux de soutien déjà établis par Haas et par des résidents allemands qui entretenaient des relations directes avec les institutions du gouvernement. Ces réseaux offraient transport, documentation préliminaire et hébergement, évitant que sa présence ne suscite des soupçons. Entre 1960 et 1961,
Mengele s'est installé dans différentes propriétés rurales pendant que les démarches pour obtenir la citoyenneté paraguayenne avançaient. Le processus s'est déroulé sous son vrai nom et a bénéficié du soutien de personnes occupant des positions importantes dans l'administration publique. Alejandro von Eckstein a agi comme intermédiaire auprès du ministère de l'Intérieur, tandis que Werner Jung a apporté une déclaration testimoniale nécessaire pour compléter le dossier. La procédure a progressé sans objection significative, reflétant un cadre légal flexible et une coordination favorable entre les sponsors et les autorités. En octobre 1960, le ministère de l'Intérieur paraguayen a officiellement émis la carte d'identité au nom de Joseph Mengele. Peu après, il a obtenu un certificat de bonne conduite, condition habituellement requise pour valider la naturalisation. La procédure a été ratifiée par le juge Luis Martinez Miltos, qui a accepté la documentation présentée et les déclarations sous serment fournies par ses sponsors. L'absence d'un traité d'extradition entre le Paraguay et l'Allemagne de l'Ouest renforçait de manière pratique la protection que l'État pouvait offrir aux citoyens nouvellement naturalisés. Avec des documents paraguayens, Mengele a géré l'achat d'un terrain dans le département de l'Alto Paraná, où il cherchait à établir une base plus stable que les estancias utilisées jusqu'à ce moment. La zone offrait une faible densité de population, un accès limité aux autorités et un réseau de colonies agricoles d'origine européenne qui offrait une couverture aux nouveaux résidents sans enquêter sur leurs antécédents. Pendant cette période, la police de Bavière a tenté de confirmer son emplacement après la mort de son père à Günzburg, mais a renoncé devant l'impossibilité d'exécuter une arrestation en territoire étranger. Les premières consultations officielles menées par l'Allemagne de l'Ouest auprès du Paraguay n'ont pas non plus produit d'avancées. Lorsqu'un consul allemand a demandé à consulter les registres locaux, les autorités paraguayennes lui ont permis l'accès seulement après avoir retiré les informations sensibles. La documentation disponible était minimale et ne détaillait ni adresse ni activité. Ces actions reflétaient une coopération limitée et un degré de protection étatique qui empêchait toute avancée significative par la voie légale. La demande d'information envoyée par Interpol a rencontré des obstacles supplémentaires. L'organisation maintenait alors une position restrictive vis-à-vis des crimes liés à la période nazie, les considérant de nature politique et, par conséquent, hors de sa compétence opérationnelle. Cette interprétation réduisait la possibilité de générer des alertes internationales et permettait à des pays comme le Paraguay de conserver une marge de manœuvre étendue pour gérer leurs propres décisions concernant les résidents naturalisés. En Europe, le parquet allemand a de nouveau lancé des demandes formelles d'extradition entre 1961 et 1963. Mais le gouvernement paraguayen a répondu en réitérant que la législation nationale empêchait de livrer des citoyens paraguayens. De plus, il considérait les crimes imputés comme des actes commis dans un contexte politique, argument suffisant pour bloquer les demandes sans entrer dans l'analyse pénale. Bien que les principes de Nuremberg établissent que les crimes contre l'humanité ne peuvent pas être classés comme des délits politiques, le Paraguay se maintenait dans sa propre législation interne. En Israël, le Mossad a évalué la possibilité d'une opération clandestine sur le territoire paraguayen. Cependant, le pays présentait des conditions opérationnelles défavorables. Contrôle territorial centralisé par le régime, présence militaire notable et protection active envers certains résidents allemands. Les probabilités de succès étaient faibles et les risques diplomatiques considérablement plus importants qu'en Argentine. Dans ces conditions, les tentatives initiales de rapprochement se sont limitées à des vérifications superficielles effectuées par des agents voyageant sous de fausses identités. Les membres de l'unité spéciale créée après la capture d'Eichmann se sont rendus au Paraguay sous diverses couvertures, tels qu'historiens ou représentants commerciaux, mais n'ont pas réussi à s'approcher du noyau de protection qui entourait Mengele. Toute question sur les Allemands récemment arrivés suscitait de la méfiance parmi les résidents locaux, ce qui rendait difficile l'obtention d'informations. Le suivi direct était impraticable. Vers 1964, l'environnement qui soutenait sa sécurité commença à montrer des signes d'usure. La mort de figures clés, combinée à des enquêtes renouvelées depuis l'Europe et des mouvements judiciaires qui, bien que n'aboutissant pas, augmentaient la pression sur son nom, l'ont conduit à envisager des alternatives en dehors du Paraguay. Malgré la protection de l'État, l'augmentation des demandes internationales
et la possibilité de changements politiques internes ont rendu évident que sa situation pourrait se modifier relativement rapidement. À la fin de cette année-là, il entreprit le voyage vers le Brésil. Le voyage fut effectué par des routes terrestres souvent utilisées par des contrebandiers et des migrants irréguliers, ce qui permettait d'éviter les contrôles frontaliers formels. Le Brésil offrait un vaste environnement géographique, des communautés rurales isolées et une présence significative d'émigrants allemands, des conditions qui permettèrent de s'établir sans attirer une attention immédiate. À partir de ce moment, son parcours dépendrait à nouveau de réseaux privés plutôt que de la protection directe d'un État. L'arrivée de Joseph Mengele au Brésil s'est effectuée par des routes terrestres utilisées par des contrebandiers et des migrants irréguliers. Sa première escale fut São Paulo, centre industriel d'Amérique du Sud, et ville marquée par une large immigration européenne qui créait des espaces où un étranger pouvait passer inaperçu. Dans cet environnement, il a reçu le soutien immédiat de Wolfgang Gerhard, allemand résidant au Brésil depuis la fin des années 50 et figure active dans les cercles où persistaient des idées nationales-socialistes. Gerhard a apporté des contacts, une orientation territoriale et un accès à des réseaux locaux habitués à recevoir des fugitifs politiques et des criminels de guerre. Depuis São Paulo, Mengele a été transféré dans une propriété à Itapecerica, où Gerhard l'a présenté au couple hongrois Géza et Gita Stammer. Les Stammer géraient une ferme à Nova Europa, une localité agricole avec une présence notable de colons allemands. Ils ont accepté de l'héberger sous le nom de Peter Hochbichler, identité qu'il a utilisée pour justifier son séjour dans la région. Il s'est présenté comme un citoyen suisse intéressé par la vie rurale brésilienne et prêt à collaborer à des tâches liées aux soins des animaux et à l'entretien général de la propriété. À Nova Europa, son intégration s'est avérée irrégulière. Bien qu'il ait démontré une capacité à intervenir chirurgicalement sur un veau et apporter des connaissances utiles en matière vétérinaire, son comportement a suscité des doutes parmi les travailleurs et les voisins. Il s'habillait de manière formelle, évitait de se montrer sans chapeau et montrait peu de compétences dans les tâches agricoles de base. Son accent, son vocabulaire technique et sa formation culturelle contrastaient avec le profil d'un immigrant ordinaire intéressé par des activités rurales. Pendant ces années, le Brésil offrait des conditions favorisant la dissimulation. Le territoire étendu, la dispersion démographique et la présence de communautés étrangères avec leur propre structure sociale facilitaient la mobilité sans enregistrement précis. Cependant, la stabilité de Mengele avec les Stammer a commencé à se détériorer lorsque le couple a remarqué des divergences entre son récit et son comportement quotidien. Des examens fortuits de vieilles photographies et des commentaires de voisins sur son origine allemande ont contribué à accroître la méfiance. L'identité réelle de son invité est devenue claire lorsque Gita Stammer a trouvé une image où apparaissait un médecin des SS avec des traits similaires à ceux de Hochbichler. Après l'avoir confronté, le couple a choisi de demander de l'aide à Wolfgang Gerhard, qui a coordonné des mesures pour réorganiser la situation. La vie est également parvenue en Allemagne et Hans Sedlmayr a voyagé au Brésil pour évaluer des alternatives, apporter des ressources et maintenir les liens nécessaires pour sa protection. La cohabitation a été maintenue, bien que marquée par des tensions croissantes. En parallèle, le Mossad traversait une période de changement. L'unité créée après la capture d'Adolf Eichmann maintenait ouverte la recherche de Mengele, mais le manque d'informations concrètes empêchait toute action opérationnelle. Depuis Paris, Zvi Aharoni centralisait la collecte de rapports provenant d'Amérique latine. Les agents déployés se rendaient au Paraguay et au Brésil avec différentes couvertures, comme représentants commerciaux ou conseillers techniques, mais ne parvenaient pas à identifier précisément les individus de son entourage, ni à le localiser physiquement dans aucune des localités investiguées. Le ministère public allemand maintenait également le dossier actif, bien qu'avec des résultats limités. Les demandes de coopération adressées au Paraguay continuaient d'être rejetées pour des raisons légales, et il n'existait pas de preuves concluantes justifiant une demande formelle au Brésil. Des rapports diplomatiques mentionnaient la présence d'Allemands au passé militaire dans des régions rurales, mais aucun n'apportait de données vérifiables sur leur localisation exacte. Les autorités brésiliennes, quant à elles, ne montraient pas d'intérêt à initier des enquêtes liées à des crimes commis en Europe il y a 2 décennies. À Serra Negra,
où il s'est installé temporairement avec les Stammers, Mengele a effectué des travaux de menuiserie et d'entretien général. La zone montagneuse, moins peuplée et avec une présence habituelle d'immigrants européens, offrait un niveau d'anonymat plus important que celui disponible à Nova Europa. Malgré cela, la cohabitation s'est détériorée progressivement. Le couple a choisi de se séparer de lui et a repris ses activités sans maintenir de contact ultérieur. La rupture l'a obligé à chercher un nouvel espace où s'établir et reconfigurer son réseau de soutien. Dans ce contexte ont apparu les Bosser, couple autrichien résidant au Brésil qui a accepté de l'héberger après avoir reçu des références par l'intermédiaire d'Allemands. Les Bosser vivaient en périphérie de São Paulo et possédaient un réseau social discret, principalement constitué d'émigrés européens dont la vie était établie dans le pays depuis plusieurs années. Pour Mengele, leur foyer offrait stabilité à une étape marquée par de nombreux déplacements. Les Bosser étaient réservés, évitaient les contacts inutiles et maintenaient une vie domestique ordonnée qui permettait d'incorporer un hôte sans attirer l'attention publique. Au milieu des années 60, la recherche internationale perdit en intensité. En Israël, le Mossad redirigea ses ressources vers des opérations considérées comme de sécurité immédiate, surtout celles liées à la tension régionale croissante au Moyen-Orient. Le manque de photographies récentes, sa mobilité limitée à des zones rurales et la protection de groupes d'Allemands expatriés réduisirent la probabilité de le localiser avec des méthodes conventionnelles. L'opération fut archivée en 1967 et aucune agence internationale n'assuma un rôle actif dans sa poursuite durant les années suivantes. Avec le temps, l'intégration de Mengele dans l'entourage des Bosser s'est consolidée. Il est resté au Brésil en utilisant différents pseudonymes et en réduisant ses déplacements au strict nécessaire, se maintenant dans un cercle restreint qui évitait toute remise en question de son identité. À partir de ce moment, sa trajectoire serait définie par des séjours prolongés dans des milieux ruraux et par une mobilité limitée, condition qui marquerait le début de sa dernière étape en Amérique du Sud. Au début de la décennie 1970, Joseph Mengele résidait dans une maison simple située en périphérie de São Paulo. Il dépendait économiquement de la famille Bosser et des envois périodiques gérés par Hans Sedlmayr depuis l'Allemagne. Son état de santé montrait une détérioration progressive. Il présentait de l'hypertension, des infections récurrentes, des problèmes prostatiques et des limitations de mobilité qui nécessitaient un repos fréquent. L'activité quotidienne se réduisait à des tâches basiques, à la lecture et à l'élaboration de correspondances destinées à ses contacts en Europe et au Brésil. Au cours de ces années, les échanges épistolaires avec sa famille, en particulier avec son fils Rolf, se sont intensifiés. Les archives documentaires conservées montrent une communication soutenue, marquée par des références à sa situation matérielle, à son isolement et à des sujets administratifs liés aux ressources économiques envoyées depuis l'Allemagne. Parallèlement, il a maintenu un contact régulier avec Sedlmayr, qui a continué à agir comme principal intermédiaire entre le fugitif et le réseau familial associé à l'entreprise Mengele & Söhne. Vers 1973, Mengele a commencé à organiser une visite de son fils adulte au Brésil. Les lettres envoyées en Europe comprenaient des instructions opérationnelles pour minimiser les risques, tels que des itinéraires alternatifs, des recommandations pour éviter les déplacements prévisibles et des suggestions sur la documentation nécessaire pour passer les contrôles migratoires brésiliens. La planification a inclus des communications à Sedlmayr et des consultations sur les itinéraires aériens disponibles entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Rolf a finalement voyagé en 1977. Les registres existants indiquent qu'il est arrivé d'abord à Rio de Janeiro, puis à São Paulo, où il a été transféré au domicile des Bosser. La maison présentait les caractéristiques habituelles des constructions de faibles ressources en périphérie pauliste, sol brut, mobilier basique et un espace réduit destiné aux visites. La rencontre entre les deux s'est déroulée dans ce contexte domestique, sans présence de tiers, et a duré environ 2 semaines. Pendant le séjour, Rolf a accompagné son père lors de visites de propriété où Mengele avait résidé auparavant, y compris dans les zones rurales de Serra Negra et de Caieiras. Un déplacement vers la localité côtière de Bertioga, située à l'est de São Paulo, a également été enregistré. Les témoignages ultérieurs des Bosser indiquent que le fugitif a éprouvé de la fatigue pendant des trajets relativement courts
et nécessitait des périodes de repos fréquentes. Les conversations entre père et fils pendant ces jours-là n'ont pas été enregistrées en détail, mais la documentation ultérieure confirme qu'il n'y a pas eu d'altercation ni d'incident d'importance opérationnelle. La visite s'est terminée par le retour de Rolf en Allemagne depuis l'aéroport de São Paulo. Selon la correspondance conservée, le voyage s'est déroulé sans encombre. Dans les mois suivants, Mengele a exprimé à Sedlmayr et au Bosser son intention de maintenir une communication régulière avec son fils et a continué à écrire des lettres qui reflétaient sa préoccupation pour sa santé et pour la continuité du soutien économique qu'il recevait d'Europe. Entre 1977 et 1979, sa détérioration physique s'est accentuée. Il présentait des épisodes de faiblesse, une perte d'équilibre et des difficultés respiratoires, associés à des cas d'hypertension mal contrôlée. Wolfram et Liselotte Bosser ont assumé des tâches quotidiennes liées à ces soins, comme l'achat de médicaments, l'accompagnement aux consultations médicales locales et la supervision des activités domestiques. La mobilité du fugitif s'est progressivement réduite aux environs immédiats de l'habitation. En février 1979, les Bosser invitèrent Mengele à les accompagner à la plage de Bertioga, où une famille amie leur avait prêté temporairement une maison modeste proche de la mer. Selon les rapports établis après sa mort, ils arrivèrent sur les lieux le 5 février. Les jours suivants, il fit de courtes promenades sur la plage et se reposa à l'intérieur de la maison en raison du climat chaud. Le 7 février, après-midi, il entra dans la mer accompagné d'Andreas Bosser, qui restait à courte distance. Quelques minutes plus tard, Andreas avertit que Mengele perdait la coordination dans ses mouvements et alerta son père. Wolfram Bosser entra dans l'eau et parvint à l'attraper tout en se déplaçant vers la rive. Il le fit avec une assistance partielle des courants favorables, car le fugitif ne répondait pas efficacement aux indications. Une fois sur la plage, plusieurs personnes collaborèrent pour transporter le corps vers une zone sécurisée. Un médecin qui se trouvait parmi les présents commença des manœuvres de réanimation sans obtenir de réponse. Les autorités locales ont été notifiées au crépuscule. L'inspection préliminaire a déterminé que le décès avait été causé par asphyxie par immersion, associé à un épisode de nature neurologique. Le corps a été identifié dans les documents disponibles sous le nom de Wolfgang Gerhard, identité utilisée par Mengele au Brésil dans ces dernières années. La famille Bosser a assumé les frais funéraires et a géré l'enterrement au cimetière d'Embu das Artes, sans notification aux autorités étrangères. Avec sa mort, le fugitif a évité de comparaître devant un tribunal international. L'absence de vérification médico-légale immédiate a prolongé l'ignorance officielle sur son sort jusqu'au milieu de la décennie suivante, lorsque de nouvelles enquêtes permettraient de reconstituer la dernière partie de sa vie et d'indiquer le chemin vers sa tombe au Brésil. Après la mort de Joseph Mengele, en février 1979, son corps a été enterré dans le cimetière d'Embu das Artes, à la périphérie de São Paulo, sous le faux nom de Wolfgang Gerhard. Les Bosser se sont occupés de gérer la documentation nécessaire, présentant aux autorités un certificat de décès qui décrivait un citoyen autrichien décédé par noyade après avoir subi une apoplexie. La procédure n'a pas attiré l'attention des fonctionnaires municipaux, habitués aux enregistrements d'identités confus parmi les résidents étrangers de faibles ressources. L'enterrement s'est déroulé sans publicité et sans la participation de membres de la famille d'Allemagne. Durant les premières années suivant le décès, rien n'indiquait que la mort avait eu lieu. Les gouvernements occidentaux continuaient d'opérer sous l'hypothèse que Mengele était encore en vie et caché quelque part en Amérique du Sud. Des rapports provenant du Paraguay, de la Bolivie, de l'Uruguay et même du Chili mentionnaient la présence occasionnelle d'un homme allemand âgé associé à de fausses identités. Aucun de ces rapports n'a été corroboré. L'absence de confirmation, ajoutée à des décennies d'évasion réussie, a contribué à maintenir le mythe selon lequel le médecin d'Auschwitz continuait de se déplacer avec la même impunité qui avait caractérisé sa fuite depuis 1945. Au début des années 80, la recherche n'a présenté que peu de progrès significatifs. Les autorités d'Allemagne de l'Ouest tenaient le dossier ouvert. Mais les pistes étaient rares et une grande partie des ressources était consacrée à d'autres priorités judiciaires. Aux États-Unis, le Bureau des enquêtes spéciales, OSI,
créée pour poursuivre les criminels nazis résidant sur leur territoire, n'avait pas la compétence pour agir à l'étranger au-delà des tâches de coordination. En Israël, le Mossad avait officiellement classé l'opération depuis la fin des années 60 et n'a montré aucun signe de réactivation. L'intérêt international a ressurgi en 1985 avec le 40e anniversaire de la libération d'Auschwitz. À Jérusalem, un procès symbolique a été organisé devant des centaines de participants, y compris plus d'une centaine de survivants qui ont raconté les abus subis lors d'expériences médicales et les sélections réalisées sur la rampe. Cet acte, sans effet juridique direct, a eu une incidence considérable sur l'opinion publique et a exercé une pression sur les gouvernements pour reprendre la recherche avec plus de rigueur. Parallèlement, Simon Wiesenthal et le Centre de documentation de Vienne ont augmenté la diffusion de rapports sur des localisations possibles. Wiesenthal insistait sur le fait que Mengele avait été vu au Paraguay et qu'il continuait à recevoir la protection de l'État. La pression médiatique a poussé l'Allemagne de l'Ouest, les États-Unis et Israël à former un groupe de travail conjoint. Cette équipe a commencé à examiner les informations accumulées depuis les années 50 en épurant les témoignages contradictoires et en analysant les mouvements financiers liés à la famille Mengele. À la fin d'avril 1985, le tournant décisif a eu lieu. À Munich, Hans Sedlmayr, ancien administrateur financier de la famille Mengele et acteur clé dans son soutien économique durant des décennies, a fait des commentaires lors d'une conversation privée qui ont été interprétés comme des indices que le fugitif était mort des années auparavant. La personne qui a entendu la conversation a contacté les autorités. Le parquet de Francfort a immédiatement émis un mandat de perquisition pour la résidence de Sedlmayr. L'opération a été maintenue dans le plus grand secret pour éviter les fuites, problème qui avait frustré les tentatives précédentes. Le 1 mai 1985, la police fédérale, BKA, a exécuté l'ordre. Lors de l'inspection, ils ont trouvé de la correspondance envoyée depuis le Brésil par Peter Hochbichler et Wolfgang Gerhard, identité utilisée par Mengele. Les lettres comprenaient des détails sur son état de santé, des références à des séjours ruraux et des remerciements pour des envois d'argent. Ils ont également trouvé un petit fichier avec des adresses et des noms liés à l'Allemagne, au Paraguay et au Brésil. Parmi eux figuraient des données pointant directement vers les bossaires et des résidences liées à l'entourage de Wolfgang Gerhard, décédé en 1978 et dont l'identité avait été adoptée par Mengele pour faciliter les démarches. Avec ces informations, le parquet allemand a informé les autorités brésiliennes. La police fédérale du Brésil a attribué l'affaire au commissaire Romeo Tuma, expérimenté dans les enquêtes sur la criminalité étrangère. Tuma a convoqué les bossaires et, après un premier refus, a ordonné une perquisition du domicile. La perquisition a révélé des documents personnels, des photographies et des objets que le fugitif avait laissés derrière lui. Parmi les découvertes figurait un carnet avec des annotations médicales ainsi qu'un petit classeur avec des notes écrites en allemand. Avec les preuves réunies, les bossaires ont admis que Mengele avait vécu avec eux pendant de nombreuses années et qu'il était décédé en 1979 en nageant à Bertioga. Ils ont également fourni l'emplacement exact de l'enterrement. La confirmation a suscité un intérêt immédiat parmi les médias brésiliens et internationaux. Le 6 juin 1985, une équipe d'experts supervisée par la police de São Paulo a procédé à l'exhumation du corps enregistré sous le nom de Wolfgang Gerhard. Le processus a été largement documenté par la presse. Les restes extraits consistaient en un squelette complet, relativement bien conservé pour les conditions de la zone. La première évaluation a été effectuée par des experts brésiliens qui ont communiqué à l'Allemagne la nécessité d'une équipe médico-légale internationale. En réponse, des spécialistes d'Allemagne, d'Israël et des États-Unis sont arrivés. La composition du groupe reflétait l'intention d'obtenir une vérification technique basée sur de multiples disciplines. L'équipe comprenait des anthropologues judiciaires, des dentistes spécialisés dans l'identification post-mortem et des radiologues. Les vérifications initiales se sont concentrées sur la structure osseuse. L'analyse anthropométrique a comparé les mesures du crâne et les proportions des membres avec les dossiers médicaux de la période où Mengele a servi dans les SS. Les résultats préliminaires ont indiqué des correspondances pertinentes.
Le squelette montrait une taille approximative d'1,73 m, compatible avec les dossiers connus. De plus, une légère scoliose lombaire a été observée, condition mentionnée dans un rapport médical allemand d'après-guerre. L'un des examens les plus concluants a été l'examen odontologique. La comparaison des pièces dentaires avec des radiographies anciennes, obtenues dans les archives militaires allemandes, a révélé des motifs coïncidents dans plusieurs restaurations et dans la position particulière des prémolaires et des molaires. L'examen radiologique du crâne a également permis la superposition photographique, technique, qui consistait à placer des images frontales et latérales du crâne sur des photographies historiques du fugitif. La concordance des points de repère osseux a été considérée comme significative par les spécialistes. Après des semaines d'évaluation, les experts ont publié en 1985 un rapport conjoint. Ils ont conclu qu'avec un haut degré de probabilité, les restes correspondaient à Joseph Mengele. Cette conclusion a été présentée lors de conférences de presse à São Paulo et Francfort. Malgré cela, un doute subsistait en raison des limitations techniques de l'époque, notamment de l'impossibilité de réaliser des analyses génétiques complètes capables d'établir une identification définitive. Pendant les années suivantes, les restes sont restés sous la garde de l'Université de São Paulo, où ils ont été conservés dans des conditions adéquates pour de futurs tests. En 1992, avec la consolidation des techniques d'analyse de l'ADN mitochondrial et nucléaire, une nouvelle procédure technique a été commencée. Des échantillons osseux ont été envoyés à un laboratoire britannique spécialisé en génétique légale. Pour la comparaison, la famille Mengele a accepté de fournir des échantillons biologiques, y compris le sang du fils de Joseph, Rolf Mengele, et d'autres parents consanguins. La procédure était complexe en raison de la dégradation du matériel génétique causée par plus d'une décennie sous des conditions tropicales. Des techniques d'extraction avancées ont été employées pour permettre de récupérer des fragments minimaux. Une fois les séquences utiles obtenues, elles ont été comparées avec les échantillons de référence. L'analyse a indiqué des correspondances avec un pourcentage de certitude supérieur à 99,9%. Les rapports finaux, examinés par des laboratoires indépendants, ont confirmé l'identité sans aucun doute. L'annonce officielle a eu lieu cette même année. La confirmation a définitivement clos l'enquête internationale, qui était restée ouverte pendant près de 50 ans. À partir de ce moment, les restes de Joseph Mengele ont été conservés exclusivement à des fins académiques, utilisés dans les facultés de médecine pour des études médico-légales. La confirmation de sa mort a généré des analyses dans plusieurs États impliqués. Pour l'Allemagne, cela signifiait la clôture d'un dossier qui avait exposé des faiblesses dans la coordination judiciaire de l'après-guerre. En Israël, cela a réactivé le débat sur les priorités opérationnelles du Mossad dans les années 50 et 60. Pour les États-Unis, cela a mis en évidence les limites de la coopération entre agences lorsqu'il n'y avait pas de juridiction directe. Parmi les survivants et les organisations de mémoire de l'Holocauste, la nouvelle a été reçue avec des sentiments mitigés. Il n'y avait aucune possibilité de le traduire en justice, mais au moins son décès avait été vérifié avec une rigueur scientifique. Le cas de Mengele a renforcé les discussions sur la justice internationale, les extraditions et les responsabilités étatiques dans la protection des criminels de guerre. La poursuite posthume de Joseph Mengele a révélé une combinaison de défaillances structurelles, d'obstacles politiques et de limitations de la coopération multinationale. Sa mort en liberté a symbolisé les insuffisances d'un système international incapable de coordonner les volontés étatiques pendant des décennies. L'exhumation et l'identification génétique ont mis fin à une recherche marquée par des fuites, des retards et des occasions manquées. Avec cela, l'un des chapitres les plus longs d'impunité de l'après-guerre a été fermé, ne laissant comme seule certitude que la vérification scientifique plus que l'action judiciaire ou diplomatique a permis de reconstruire la vérité finale sur le destin du médecin d'Auschwitz.